Je vais présenter Kevin. Donc, Kevin est passionné par les rivières et leur écologie depuis l'enfance, grâce à la pêche. Il est ingénieur consultant en énergie, en reconversion vers la restauration des milieux aquatiques et hydromorphologiques. Il a intégré le master sciences de l'eau à l'université Lyon 2 en partenariat avec l'agence de l'eau, où il a réalisé un premier stage sur les techniques de restauration low-tech. Et il prépare actuellement un second stage consacré aux restaurations à base de bois en rivière. Merci Anne. Où est-ce que je trouve ? C'est mieux comme ça. Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation de la FRAPNA. Je vais vous présenter un petit peu dans la continuité de ce que Félix a commencé à présenter. Il y a eu un travail qui a été fait par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée pour investiguer un peu plus ces types de techniques, étant donné qu'elles sont en plein essor en France et que voilà, c'est quelque chose qui a été un peu plus de retour d'expérience aux États-Unis. Il y a beaucoup de discussions, que ça alimente beaucoup de débats, etc., que je vais présenter un petit peu, et on a essayé de creuser un petit peu ces sujets-là pour comprendre un peu plus les effets de ce type de technique. Du coup, juste pour la petite définition, en anglais, ils appellent ça low-tech process-based restoration. Je ne sais pas pourquoi il manque des lettres, mais bon, on va voir ce que ça donne. Et du coup, la partie low-tech, c'est faible technicité. Donc, le but de ces techniques, c'est en fait des techniques qui sont possibles de mettre en œuvre avec de l'énergie humaine. Le monde de la restauration des milieux aquatiques en France repose sur des grosses techniques avec des engins lourds. C'est un peu les méthodes conventionnelles qu'on utilise. C'est des grosses pelleteuses pour refaire des méandres, etc. Donc, c'est un petit peu nouveau finalement d'avoir des techniques et de se dire on peut restaurer les milieux aquatiques et les cours d'eau avec nos propres bras et avec notre propre énergie. Et comme le dit Félix, finalement, en utilisant l'énergie elle-même de l'eau au fur et à mesure des crues pour que le cours d'eau puisse se restaurer par lui-même. Et la partie process-based, donc basée sur les processus, c'est-à-dire qu'on utilise ces techniques et notre énergie et les matériaux locaux pour réinitier des processus fluviaux dans le cours d'eau, grâce à des structures en bois. Et les postulats de départ de ces techniques, mentionnés aussi par Félix, c'est que les structures finalement en bois, par elles-mêmes, dans un cours d'eau naturel, ce qui est quelque chose qu'on a un peu oublié parce que voilà, les cours d'eau ont été aménagés depuis des siècles sur notre territoire, les structures étaient naturellement beaucoup plus abondantes dans les cours d'eau et qu'elles avaient un rôle crucial dans la dynamique fluviale et dans les processus morphologiques des cours d'eau, et notamment que dans certains contextes, elles peuvent favoriser une connectivité latérale, c'est-à-dire le fond de vallée en eau, et l'anastomose, donc c'est-à-dire la création par exemple de chenaux latéraux. Je vous mets un petit schéma ici d'une publication scientifique de Eric Ciotti qui montre un petit peu les différentes approches, donc la form-based restoration, restauration basée sur les formes, où on voit, voilà, on va recréer des petits méandres, on va finalement, dans certains cas, vraiment imposer une forme au cours d'eau, lui imposer une sinuosité, ce qui, dans certains contextes, voilà, comme l'a dit Félix, on peut pas tout faire dans tous les contextes. Mais c'était un petit peu l'approche dominante dans le monde de la restauration. Et à droite, finalement, ce qu'on peut essayer de refaire quand on a de la place latéralement, c'est-à-dire un milieu beaucoup plus complexe avec une zone humide alluviale, etc. Pour les éléments contextuels, ils ont déjà été discutés aussi par Félix. Donc voilà, Joseph Wheaton, un chercheur américain qui a créé ce manuel en anglais, Low-Tech Process-Based Restoration, qui a vraiment beaucoup travaillé sur ces techniques-là. En France, les formations de l'association Rivière-Rhône-Alpes qui ont ramené voilà, des personnes des États-Unis pour former un petit peu les Français sur ces techniques. Le livre de Baptiste Morisot qui a vraiment, je pense, transmis ces techniques-là au grand public et fait connaître tout ça au grand public. Donc c'est assez récent finalement en France. Voilà, là encore, je passe rapidement parce qu'on a vu un petit peu, mais je pense que c'est important voilà, le castor a été mis en totem, et c'est vrai que derrière les barrages de castor qui ont leur importance et leurs effets sur les cours d'eau, il y a aussi tout ce qui est imitation finalement d'accumulation naturelle de bois
qui ont des effets complètement fous sur les cours d'eau et qui vont vite recréer énormément de complexité et de processus morphologiques. Du coup, dans le cadre de mon stage, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de diviser en 3 volets. Donc, le premier volet, c'était une étude bibliographique, c'est-à-dire quelle est la connaissance scientifique sur tout ce qui est sujet lié à ces techniques. Donc, elle est principalement en anglais et en Amérique du Nord. Et en fait, on a commencé par une étude bibliographique qui est liée au bois en rivière, c'est-à-dire quels sont les effets naturels du bois en rivière. Et ces dernières décennies, il y a de nombreux chercheurs qui ont vraiment étudié le sujet en profondeur. Et c'est assez incroyable, en fait, les effets du bois dans les cours d'eau est assez incroyable. Je vous ai mis en haut à droite, c'est un petit peu technique, mais c'est juste en fait la fréquence de radier mouille sur des cours d'eau en fonction de la présence de l'abondance du bois. Et on voit que en fait, plus il y a de bois et plus il y a de diversité de faciès dans les cours d'eau. Donc c'est assez simple, c'est directement proportionnel. Plus on a de bois, plus on a de complexité. Ça ramène de l'habitat qui est crucial pour la faune piscicole, pour les macro-invertébrés, voilà, les nutriments, etc. Donc en fait, ouais, il y a aussi beaucoup d'études scientifiques qui ont mesuré l'abondance de faune piscicole, et en fait un cours d'eau sans bois et avec bois, enfin, tout de suite les études scientifiques sont unanimes à ce sujet-là, c'est super important pour le milieu. Là, je vous ai mis quelques photos en fait de cours d'eau. Donc à gauche, il y a un cours d'eau aux États-Unis dans lequel il y a une abondance de bois naturel, et on voit tout de suite la complexité de ça crée. En haut à droite, c'est en France un cours d'eau finalement où on voit tout de suite l'effet aussi d'une accumulation naturelle de bois. Ça crée une retenue en amont. Il y a une accélération du courant qui se fait à droite avec voilà, une partie érosive. Ça fait de la sinuosité. Il y a un méandre qui s'est créé. Et en bas à droite, en fait, c'est un cours d'eau dans les monts du Lyonnais qu'on a visité dernièrement. En fait, le cours d'eau avait été vraiment dégradé, simplifié, curé. C'était devenu un milieu complètement pauvre en habitat. Il n'y avait plus aucun poisson. Et le gestionnaire a décidé de prendre la tronçonneuse et de recoucher des arbres dans le cours d'eau. Et du coup, c'est ce qu'on voit. Il y a des bancs de galets qui se sont recréés, des radiers, des mouilles, des profondeurs, de la complexité. En fait, il a juste fait ça. Et en quelques mois, le cours d'eau, avec quelques crues, et il a rapidement ramené de la diversité. Donc, c'était assez fou de voir à quel point ça peut être immédiat en fait, dès qu'on remet des structures dans le cours d'eau. Donc voilà, l'un des principes de santé d'une rivière, c'est en fait d'avoir des structures à l'intérieur, notamment des structures en bois. Ça force la complexité, ça force la rugosité. Dès qu'il y a des crues, en fait, il se passe beaucoup plus de choses. Et donc, voilà, il y a des scientifiques qui comparent ça avec le flux sédimentaire, le flux liquide, et en fait le régime de bois a complètement son importance, et c'est quelque chose qui avait été complètement ignoré ou pas assez développé. Ensuite, on a fait, étant donné que c'est un sujet qui est assez, qui a amorcé beaucoup de débats en fait, les effets des barrages de Castor sur les cours d'eau. Ça a alimenté énormément de conversations, et au niveau des services de l'État aussi, en fait, ils avaient envie d'y voir un peu plus clair au niveau des demandes d'autorisation. On revient dans le monde de la restauration, de restaurer la continuité à tout prix. Ça a été un peu le mot d'ordre ces dernières décennies. Donc là, le fait de remettre des structures transversales dans les cours d'eau qui bloquent le courant, en fait, il y a beaucoup de gens que ça a beaucoup déstabilisé. Donc on a fait toute une bibliographie. Alors j'aurais pas le temps de rentrer en détail parce que finalement la bibliographie est contrastée à ce sujet-là, mais on parle de structures qui ne sont pas pérennes dans le temps, c'est-à-dire que le cours d'eau naturellement, au fur et à mesure des crues, peut ouvrir des brèches dans les barrages, etc. Comme on l'a vu ce matin, le but c'est souvent aussi d'ouvrir un chenal secondaire. C'est un peu le principe pour remettre en eau une partie de la terrasse. Dans les interstices du barrage, il peut y avoir des passages pour les poissons. C'est surtout en période de basse eau en fait, que ça peut faire des discontinuités, donc c'est plutôt saisonnal finalement. Dès qu'il y a des hautes eaux, la plupart du temps, il n'y a pas de souci pour les poissons. On a aussi fait une bibliographie sur la thermie parce que c'est aussi un sujet de controverse. Et il y a certains contextes finalement où ça peut réchauffer l'eau. Ça dépend de l'arrêt piscine, ça dépend du contexte géologique, ça dépend de beaucoup de choses, les échanges avec les nappes souterraines. Par contre, ça ramène de la complexité thermique, c'est-à-dire qu'on va avoir un milieu où il va y avoir des gradients de température, une stratification thermique qui va se créer. C'est un cours d'eau simplifié, en fait, la température est la même dans
dans tout endroit du cours d'eau, alors que dès qu'on recrée de la complexité, on peut avoir des gradients thermiques, donc des zones plus fraîches, des zones plus chaudes, et c'est très favorable aux espèces qui sont sensibles à la température. Voilà, après il y a beaucoup de débats aussi au sein notamment des pêcheurs sur les impacts sur les salmonidés, etc. On recrée des zones lentilles, des zones humides, donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est défavorable, et en fait dans beaucoup de cas ça a été favorable. En tout cas aux États-Unis il y a beaucoup de retours. En Écosse il y a aussi des études intéressantes qui montrent que c'est très favorable à la truite fario. Il y a quelques contextes où ça peut être défavorable aussi, donc il faut nuancer un petit peu, il y a des points de vigilance, mais voilà, il y a la biblio qui a été faite à ce sujet-là. Sur les effets des barrages de castor, on a aussi regardé les effets hydromorphologiques, donc c'est-à-dire que ce qu'on recherche aussi avec ça, c'est à restocker du sédiment, c'est-à-dire que quand le cours d'eau est incisé, il faut relever le niveau du lit du cours d'eau, et en restockant du sédiment. Donc voilà, là c'est en haut à droite, il y a plusieurs dizaines de centimètres qui peuvent être gagnés en quelques années sur le niveau du lit. Ça peut aussi baisser les impacts des crues. Bon, après, c'est à nuancer aussi. Je pense que s'il y a une crue centenale, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus avec des barrages de castor, mais c'est pour montrer que sur des crues d'une certaine taille, voilà, les pics de crue peuvent être atténués parce qu'en fait, on recrée de la reconnexion latéralement, et on permet aux zones d'expansion de crue de se recréer. Pour la biodiversité, voilà, il y a un consensus aussi, hein, c'est énorme ce qui peut être fait en recréant des zones humides alluviales. Voilà, pour beaucoup de types d'espèces, c'est extrêmement favorable. La résilience envers les sécheresses et les feux, on en a parlé. Il y a des processus épuratoires aussi qui peuvent se créer au niveau de la qualité de l'eau. En anaérobie, il y a des nouveaux au niveau bactérien, etc. Il y a beaucoup de processus d'épuration. Donc dans les zones agricoles où il y a de la pollution, où il y a des impacts de nutriments, etc. En fait, on va recréer une zone humide avec tous les effets positifs que ça peut avoir au niveau processus physico-chimique. Au niveau des objectifs, on en a parlé un petit peu, remise en eau du fond de vallée, hausse des nappes souterraines, restauration de zones humides. Et voilà, c'est de recréer aussi des processus fluviaux comme l'érosion, dépôt, recrutement sédimentaire, aggradation, lutte contre l'incision, augmenter la complexité. Donc voilà, je vous invite aussi à être... il faut aussi un diagnostic du milieu, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça si le milieu est en bonne santé, on fait ça quand il y a vraiment, on se dit, voilà, quels objectifs, c'est bien de se demander à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire. Favoriser la biodiversité, éventuellement recréer des conditions propices au retour du castor lui-même. Il y a des cours d'eau aux États-Unis, comme l'a dit Félix, où le chenal était incisé. En fait, le cours d'eau, quand il est rectifié, incisé, il est beaucoup plus puissant. Donc il y a une crue, ça fait une ligne droite, il n'y a plus aucune structure à l'intérieur. Donc le castor, il ne se plaît pas trop dans ce genre de milieu. Dès qu'on lui remet de la complexité, c'est le même cours d'eau, mais en fait, il va avoir des conditions beaucoup plus favorables à lui-même avoir de l'activité. Voilà. Là, des petits aussi schémas qui montrent l'impact des barrages de castor sur le milieu qui sont assez parlants visuellement. Ensuite, on a fait aussi quelques enquêtes. Je ne vais peut-être pas développer trop, mais il y a eu 10 enquêtes qui ont été faites dans le cadre du stage auprès de bureaux d'études d'abord, qui ont globalement été plutôt positifs sur ce type de technique, qui sont quand même assez mitigés sur ce qu'on peut vraiment faire avec des structures en bois par rapport avec des machines. Il y a encore cette vision qu'on a besoin des machines quand même dans beaucoup de contextes. C'est quand même assez nouveau cet objectif de restauration, de recréer des chenaux secondaires. Ce n'est pas quelque chose qui se faisait beaucoup dans le monde de la restauration. Donc je pense qu'en France, on s'ouvre un petit peu à ça, mais c'est vrai que les bureaux d'études n'étaient pas forcément toujours convaincus. Et voilà, la nécessité d'un diagnostic, il faut quand même comprendre la dynamique sédimentaire de son cours d'eau, comprendre les causes de dégradation, comprendre comment à l'échelle globale le cours d'eau fonctionne et quelles sont ses altérations pour comprendre quels objectifs on cherche à mettre en place. Les structures GEMAPI étaient plutôt en faveur aussi. Elles se retrouvent quand même face à des difficultés de mise en œuvre. Voilà, il faut quand même au niveau foncier avoir les accords de propriétaires. On sait que voilà, on veut redonner de l'espace au cours d'eau, donc par définition, c'est de l'espace qu'on prend sur des terres, et voilà, les propriétaires, il y a toute une négociation qui se met en place. Le côté insécurisant, on remet en place des dynamiques fluviales dont on ne sait pas exactement ce qu'elles vont devenir.
manque de volonté des élus qui est parfois un souci. Par contre, voilà, il y a l'aspect social de recréer du lien. On en discutera, je pense, cet après-midi pas mal. L'aspect participatif, recréer du lien avec les riverains, avec leurs cours d'eau. L'importance du bois, elle est vraiment reconnue par les structures, mais il y a une schizophrénie, c'est-à-dire que les structures GEMAPI, elles avaient tendance à enlever le bois constamment des cours d'eau. Elles savent qu'il est bon, mais on leur oblige à l'enlever. Et donc voilà, il y a tout un travail à faire, je pense, sur le bois en rivière d'une manière générale. Et voilà, les organismes de pêche qui étaient globalement moins en faveur de ce genre de technique, particulièrement des barrages de castors, parce que voilà, ils ont peur des effets, notamment sur les salmonidés, sur les truites. Après, il y a une analyse cartographique qui a été faite, où on a essayé de commencer à réfléchir à quels sont les contextes favorables à ce genre de technique. Donc on est parti de la bibliographie qui parlait de dans quel contexte les castors vont naturellement faire des barrages. Et du coup, on a essayé de réfléchir un petit peu à ça. Donc, je ne vais pas trop creuser, mais voilà, il faut de l'espace latéralement. Il faut que le cours d'eau ait une puissance raisonnée. Si le cours d'eau est trop puissant, ce n'est pas favorable au castor, etc. Donc, qu'il y ait une bonne ripisylve en bonne santé, etc. Et du coup, ça nous a donné des résultats cartographiques. Donc, voilà, l'agence de l'eau, son principe, c'est de financer des projets de restauration pour atteindre le bon état écologique de la DCE. Comme l'a dit Félix, il y a des cours d'eau qui sont considérés en bon état et qui finalement peuvent quand même être améliorés. Donc là, le but du stage, c'était vraiment de voir qu'est-ce qui peut aider l'atteinte de la DCE. Donc on est parti finalement de cette couche-là qui sont les cours d'eau soumis à pression morphologique. Donc ça enlève quand même toutes les têtes de bassin potentiellement intéressantes pour ces techniques, mais qui ne sont pas aux yeux de la DCE considérées en mauvais état. Et en fait, ça nous a donné quand même 2810 km de cours d'eau quand on applique les critères qui sont favorables. Les monts d'Ardèche, la partie plus monts d'Ardèche torrentueuse, et c'est des cours d'eau parfois encaissés qui ne sont pas toujours idéales parce que ce n'est pas là où on va avoir une plaine inondable très large, etc. Ça ne veut pas dire que voilà, localement, il y a des endroits très intéressants. Mais c'était plus avoir une première approche de compréhension de qu'est-ce qui fait des critères favorables ou pas. Donc voilà, en conclusion, un outil supplémentaire pour les gestionnaires et on espère aussi pour les citoyens dans le futur qui peuvent s'approprier ce genre de technique. Un réel potentiel de restauration des cours d'eau, un fort engouement mais des controverses. Il y a encore des incertitudes qu'on va continuer à creuser avec l'agence de l'eau. Et voilà, des retours d'expérience à venir où on permettra d'en savoir un peu plus, en France notamment. Voilà, merci à tous de votre écoute. On lance les questions. Ouais, du coup, on va lancer la partie questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Non, on va parler fort peut-être. Ouais, parlez bien fort, Odile. En complément de la restauration des cours d'eau, est-ce qu'il existe un moyen moderne d'entretenir ce qu'on appelle les baies halières? Moi, j'ai connu dans les années 70-80, dans les Cévennes, il y avait toute une complexité, une richesse pour stocker l'eau, la freiner. Je pourrais en parler pour une demi-heure, parce que tellement il y a des techniques, vraiment. Et les baies halières, elles partaient d'un cours d'eau, par exemple la Dénave, où il y a des castors d'ailleurs, chez moi là. Et elle redistribuait avec des baies à eau. Tous les 8 mètres à peu près, il y avait une pierre et ils ouvraient la pierre, ils tournaient la pierre, ça arrosait les prairies, les châtaigniers, tout ça. Et maintenant, ces berlières, elles sont en très mauvais état. Et il y en a qui disent que ça serait bien de les entretenir avec une mini-pelle, mais moi j'aurais peur que ça le casse tout. Et c'est dommage parce que moi je voulais créer un écomusée à un endroit là, il y a 50 ans, où tellement c'était magnifique, quoi. C'était toute une zone sur un glissement de terrain avec la crue centenale de 1890. Et il y a encore des endroits qui sont préservés, comme en haut de la Drobie. La Drobie, c'est un affluent de la Beaume. Et tout en haut, à Sablières, il y a un monsieur qui a une 60aine d'années, la Daniel Ebalin, qui entretient toute une zone avec plein de systèmes, quoi. Et lui, il dit il a peur que quand il sera en retraite, il n'y ait plus personne.
Et est-ce qu'il existe des moyens pour entretenir tout ce qui nous faisait ces vieux cédenols depuis des siècles? Je ne suis pas spécialiste des BLR, mais en tout cas, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Je pense que de ce que je comprends, c'est une application agricole et d'irrigation. Et c'est vrai que, comme l'a dit Félix, Félix, c'est vraiment l'angle de Permalab, tout ce qui est hydrologie régénérative et contexte agricole. Et en tout cas, aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'applications de ce type-là. Donc je pense que c'est prometteur. Je ne sais pas si tu veux développer, Félix. Peut-être on peut juste, en fait, on a très très peu de temps de questions, donc je vous propose de se centrer sur le sujet qu'on vient d'aborder et de poser des questions vraiment sur ce qu'ils ont développé, parce que ça c'est très intéressant, mais c'est autre chose. Je connais pas, on n'est pas expert sur ce sujet spécifique. Et puis c'est un autre sujet. Donc peut-être se centrer sur vraiment la restauration. J'ai une petite question. Merci Kevin pour ce retour. Merci Félix aussi pour ces présentations. Moi alors j'avais reçu ton rapport en avance, avant, donc du coup je l'avais lu et j'avais vraiment cette question de la carto. Est-ce que les gestionnaires s'en sont saisis? Parce que je trouve que l'outil est juste formidable pour ne serait-ce que choisir des zones préférentielles et d'aller chercher des propriétaires, des partenaires. Et il y a un truc, est-ce qu'il y a des gens qui sont saisis de cet outil ou... Je sais que l'agence a eu des demandes en ce sens-là. Après, nous, c'est vrai qu'on a fait une analyse à grande échelle. Donc, on parle du bassin Rhône-Méditerranée et Corse. Et je pense qu'au niveau local, il y a vraiment du potentiel pour faire de la cartographie un peu plus locale et voir quels sont les endroits où il n'y a pas trop d'aménagement, où il y a un fond de vallée assez large, pas trop de pente, où on peut se dire là, il y a un super coin. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui va se développer. Aux États-Unis, ils ont des outils cartographiques qui les aident beaucoup pour ça. Là, les données qu'on a utilisées, c'est un dispositif les données vont être publiques. C'est le dispositif Primo qui vient de CIRAS et c'est des choses qui vont être publiques. Donc, je pense que les gestionnaires vont pouvoir l'utiliser. Ouais. Pour l'instant, je crois que les données n'ont pas été mises à disposition, mais je pense que ça va se faire. Ouais. L'agence de l'eau ne met pas encore à disposition les couches SIG et tout ça. Ouais, c'est ça. Les couches SIG ne sont pas encore mises à disposition du public. Mais c'est quelque chose qui est en cours. Ouais. Je pense qu'il se réfléchit. Ouais. Et si le gestionnaire te contacte toi? Les gestionnaires. Question innocente. Je pense que pour l'instant, on ne les transmet pas. Mais le but, c'est que ça devienne public et utilisable par tout le monde. Ouais. C'est le but. Oui. Oui, je voulais savoir, parce que je ne connais pas bien la vie des castors, mais vous dites on introduit des castors. Quelles sont les conditions pour qu'ils s'introduisent? Non, il n'y a pas d'introduction de castor en France. Alors, pour le contexte, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais le castor avait quasiment disparu du territoire français. Et en fait, sur le bassin du Rhône, ça faisait partie des dernières poches de castors. Il en restait quelques dizaines à peine. Et en fait, ils ont recolonisé. Donc, il y a eu des programmes de réintroduction qui ont été faits en France. Je pense que la FRAPNA est plus expert que moi sur le sujet. Mais et là, l'état actuel des choses, c'est que les réintroductions sont interdites sur le territoire français. En fait, on laisse le castor naturellement recoloniser le territoire. Donc, le bassin du Rhône est plutôt bien loti en castor, mais il y a d'autres régions de France où il n'y a plus du tout de castor et il n'est pas encore revenu. Donc, c'est vrai que ça pose aussi ces questions-là. En fait, il y a des endroits où on attend qu'ils reviennent naturellement, alors que ça peut prendre quand même beaucoup de temps. Il y a des territoires entiers où il n'est pas encore revenu. Donc ça pose la question de la réintroduction, mais elle est plutôt fermée par les services de l'État, j'ai l'impression. Mais après, je m'avance sur un sujet. On laisse faire les choses, c'est très bien comme ça. D'accord. On n'est pas dans un zoo, on est dans un milieu naturel. Donc on crée des milieux naturels favorables à. Et puis là, si la bestiole veut revenir, c'est qu'elle a trouvé, elle, ses bonnes conditions pour qu'elle revienne. Il ne s'agit pas qu'on ait un castor chez soi parce qu'on a envie d'avoir un castor. Oui, non, c'est une vraie conversation. Hein. Après, si on ne l'avait pas réintroduit, je pense, à certains moments, ça aurait été compliqué. Si on avait castor sur beaucoup de parties du territoire, c'est grâce à ça aussi. Donc, c'est compliqué comme discussion. Il y a eu des aides sur la Savoie, il y a eu des aides sur la Loire, il y a eu des aides sur le Rhin. En Bretagne, c'est vrai que tout ça, c'était des castors qui partaient de Rhône-Alpes. Mais ça y est, c'est bon. On a sans compter toutes les conneries qu'on a fait au début. Et on sait qu'on a fait des conneries au début en manipulant les bêtes. On ne manipule plus les bêtes. Ouais, il y a des gens qui ne connaissent plus le sujet que moi. Non, mais il faut le comprendre, c'est très bien comme ça. Oui. Une question sur la modification de la relation à la nature que ça implique chez
techniciens, les scientifiques, les bureaux d'études, qu'est-ce qui vous semble le plus marquant? Vous avez parlé de low-tech, animaux non humains, toutes ces choses-là. Est-ce que vous voyez quelque chose d'émergent? Ouais, tout à fait. C'était ça aussi l'intérêt de faire des entretiens, c'est que c'est intéressant de voir la partie perception. Je pense qu'avec Félix, quand on a participé aux formations de Lara, qu'en plus on en discutait tout à l'heure, mais c'est vrai que les Américains qui sont venus former en France, c'est des gens quand même très militants, engagés et qui ont un parti pris assez fort. Et dans le monde de la restauration, il y a des bureaux d'études et des structures GEMAPI, donc il y a un peu de toutes les sensibilités. Et il y a des gens qui ont une approche beaucoup plus analytique, contrôle, etc. aussi. Donc ça vient un peu remuer beaucoup de choses dans le monde de la restauration et de la gestion des milieux aquatiques. Ça vient poser beaucoup de questions, ça amène beaucoup de questionnements et il y a aussi des réactions émotionnelles. Donc c'est quand même des sujets qui ont beaucoup polarisé le monde de la gestion des milieux aquatiques et de la restauration en général. Il y a des gens qui se sont un peu ligués contre, etc. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant parce que ça vient remettre sur la table notre relation à la nature, notre approche de la restauration. Finalement, il y a des projets de restauration, mais qui sont quand même un peu, l'homme fait un petit peu ce qu'il veut de son milieu naturel. Donc voilà, ça pose toutes ces questions-là, donc c'est intéressant. Vas-y. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un risque, c'est que, à l'origine, il y a un vrai changement de paradigme. Joe Wheaton et son équipe, c'est des gens qui ont, il y a eu quelque chose qui s'est passé où le rapport au vivant s'est transformé, même le rapport presque aux forces abiotiques, parce que la rivière, est-ce que c'est un organisme vivant? Je sais pas, voilà, on n'est pas là. Mais en tout cas, il y a une posture beaucoup d'humilité qui s'est créée et qui s'est traduite par des techniques, mais qui sont au service de ce nouveau paradigme. Et le risque, c'est qu'on s'approprie les techniques et qu'on oublie le paradigme et que voilà, on se retrouve à nouveau dans un ensemble de techniques à disposition dans la boîte à outils humaine, quoi. Et ça, effectivement, il y a ce risque d'évolution clair. C'est pour ça que c'est important de resituer à chaque fois cette posture d'humilité. Oui, je pense aussi, je termine là-dessus, mais c'est intéressant. Et je pense que même en remettant du bois dans le cours d'eau, il y a une subtilité entre vouloir faire un peu ce qu'on veut du milieu et recréer une forme et un chenal. Et puis, je pense qu'il faut garder en tête la vision long terme, c'est quand même de redonner une autonomie au cours d'eau pour qu'on n'ait plus besoin d'intervenir sur le long terme. Ça peut prendre du temps, ça peut venir par étapes, on est obligé de réintervenir, etc. Mais le but, c'est pas qu'on continue à intervenir pendant des décennies. Le but, c'est qu'on ait un milieu qui se soit restauré par lui-même et qui soit autonome sur le long terme. Il faut garder ça à l'esprit. Donc, c'est quand même un changement à certains points de vue. Oui. C'est un prolongement des derniers propos. Quand une nouvelle technique arrive, il y a toujours des réactions, du pour, du contre. Parfois c'est motivé, parfois c'est sentimental, parfois c'est prouvé. En France, de combien d'expériences dispose-t-on sur ce type d'approche? Oui, du coup, ça fait partie de l'alimentation, du retour d'expérience. Oui, tout à fait. On commence à y voir un petit peu de plus en plus clair. Le projet pilote il y a des photos de nos deux présentations issues. Donc l'IERN VEOR, c'est Valence Roman Aglo qui a mis ça en place. C'est vraiment le projet pilote en France où il y a la restauration la plus ambitieuse avec ces techniques qui a été réalisée. Malheureusement, par exemple, au niveau piscicole, il n'y avait pas vraiment d'état initial. C'est-à-dire que le problème, c'est que il y a des gestionnaires qui font des choses et ils ne vont pas forcément prendre 2 ans à définir un état initial. Et donc, on voit ce que ça a fait sur le milieu. Il y a encore des controverses sur exactement... donc, il y a des pêches électriques qui vont être faites. Il y a un autre tronçon en aval de l'AVEOR qui va être aménagé. Et là, ils sont en train de faire un état initial pour faire du suivi, pour mieux comprendre ce qui va se passer. Donc voilà, en France, on est un petit peu au début de l'aventure. Et il va y avoir de plus en plus de retours d'expérience, de plus en plus de suivis qui vont être mis en place. L'Agence de l'eau travaille dessus, l'OFB aussi. Donc c'est qu'une question de temps avant qu'on ait vraiment des vrais retours d'expérience et qu'on ait de la donnée et qu'on sache vraiment ce qui se passe et que les controverses pourront peut-être avancer dans le sens constructif. Si tu veux. Ça, c'est le projet pilote, mais c'est le projet le plus abouti, on peut dire. Mais il y en a quand même beaucoup d'autres qui ont démarré. On m'entend ou pas? Ouais. Il y en a beaucoup d'autres qui ont démarré un peu partout en France, pas mal dans le sud-ouest aussi, en lien avec aussi des membres du mouvement du MAPCA, donc du mouvement d'alliance avec le peuple castor.
Il y a une carte sur Riverscape, le site de Riverscape Consortium. Et du coup, on a besoin de faire des choses pour le documenter, quoi, tout simplement. Mais on est d'accord qu'on est dans une démarche qui, pour l'instant, est expérimentale en France. Le truc, c'est qu'on a énormément de retours bien documentés à l'international, et en particulier aux États-Unis. Et du coup, je vous invite à lire le rapport de Kevin, parce que c'est génial. C'est la première synthèse. Tu as fait la première synthèse en français d'articles qui sont pour la plupart anglophones. Donc, pour les non-bilingues, franchement, c'est un super travail, quoi. Oui, je vous enverrai le lien. D'ailleurs, il est téléchargeable sur Internet, ce synthèse. Moi, ce que je souhaite, c'est quand même qu'effectivement, il y ait une version, j'allais dire européenne, je ne vais pas dire française, mais au moins européenne. Parce qu'il y a quand même de sacrées différences de milieu entre les États-Unis et la France. D'ailleurs, le Castor en a profité pour changer aussi ses techniques. Ce n'est pas exactement le même Castor qui fait exactement les mêmes barrages. C'est complètement différent. De plus, il y a quelque chose de complètement différent aux États-Unis, et vous nous le prouvez là, c'est qu'eux, ils ont l'espace. On n'a pas l'espace comme ça en Europe. Je dis bien en Europe, c'est pas seulement qu'en France. Et donc, nous, quand on veut récupérer des milieux humides, qu'on cherche aussi, de toute façon, depuis un certain temps, c'est, et Dieu sait si pourtant je suis très castor, hein, je suis castor ça, depuis 50 ans, moi, mais en ce moment, ce qu'on recherche pour recréer des zones humides, c'est déjà de regarder ce qu'il y avait avant et de retirer tous les drains qui ont été faits au cours des dizaines et des tas de décennies. Là. Il faudrait virer les drains déjà. Parce qu'on a beau mettre un castor quelque part, s'il y a des drains en dessous, la flotte se bat, et puis elle est traînée et elle va alimenter. Voilà. Oui, donc il y a un travail énorme qui est fait là-dessus. Et en plus de ça, le castor revient tout seul. Toutes les rivières françaises sont capables d'accueillir le castor, on peut dire, et il viendra tout seul à peu près partout. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu un coup de main au début, c'est certain, c'était nécessaire, mais maintenant il faut repenser milieu et non pas castor. Le castor viendra, n'ayez pas peur. Pas peur. Oui, tout à fait. La différence de contexte, c'est quelque chose qu'on on va y voir. Après, c'est vrai qu'en Angleterre, on a vu... avec l'agence de l'eau, on va peut-être essayer d'investiguer parce qu'il y a des projets super ambitieux au niveau réhumidification du fond de vallée qui ont été faits en Angleterre, pourtant un pays qui est quand même assez peuplé. Donc voilà, mais c'est sûr que la question de l'espace, les fonds de vallée, c'est un peu les endroits où on a eu tendance à aménager le plus parce que il y a l'eau, c'est des terres agricoles, etc. Donc c'est sûr que ça pose plein de questions. Je pense qu'il y a quand même un gros potentiel et on y verra plus clair dans les prochaines années. Ouais. On va prendre une dernière question. Et puis, ça permet de rebondir un petit peu sur les derniers échanges là. Moi je me demandais si dans votre biblio vous aviez trouvé des éléments sur les divergences d'impact entre le castor du Canada et le castor européen. Ouais. Du coup, oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Il y a deux espèces de castors, donc castor canadiensis en Amérique du Nord, castor fiber en Europe. Il y a certaines biblios qui disent que les castors américains ont tendance à faire des barrages un peu plus grands, un peu plus gros, un peu plus de barrages. Je pense que ce que Morisot dit dans son livre, c'est qu'en fait, il faut comprendre aussi la différence de contexte. Elle est aussi... le territoire nord-américain, il a été laissé par l'homme jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, quand les colons européens sont arrivés et ont commencé c'était dans les derniers siècles, en fait. Nous, on a aménagé nos cours d'eau et on a très anthropisé nos systèmes. Ça fait déjà beaucoup plus de siècles, voire même en millénaires. Donc, c'est pour ça que l'amnésie environnementale, elle est beaucoup plus grande en Europe, finalement, où le castor, au XIIe siècle, on l'avait quasiment exterminé. Eux, c'est beaucoup plus récent. Le bois, on l'enlève des rivières depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça qu'en fait, aussi, je pense que ces techniques viennent des États-Unis, c'est parce que leur amnésie est moins grande. Premièrement. Deuxièmement, le castor, nous, on a commencé à l'éradiquer au Moyen-Âge. Et en fait, le castor a appris à se faire discret parce que c'était sa manière de survivre dans le contexte européen. Il savait que s'il faisait trop de barrages, qu'il se montrait trop, en fait, voilà. Et aux États-Unis, vu que l'extermination du castor est beaucoup plus récente, son adaptation n'a pas été aussi... voilà, c'est un peu... Il y a de la biblio un petit peu sur les sujets, mais en fait, il y en a qui pensent que si on laisse le castor tranquille, il va refaire autant de barrages qu'aux États-Unis. C'est plus une adaptation de son comportement. Après, ça, je n'ai pas creusé non plus le sujet plus que ça, mais voilà, quelques éléments.